Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Street Fighter V2 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui de nouveau je peux vous présenter une Ducati toute neuve. Elle sort à peine de concession. D'ailleurs, si je peux vous la présenter dans cet état, c'est grâce à la concession d'Esmo Rouen. Vous l'aurez compris, concessionnaire Ducati dans la région de Rouen. Merci encore à eux. Si vous suivez ma chaîne, vous aviez probablement déjà vu le test de la Panigale V2 et aussi le test de la Street Fighter V4. Eh bien, aujourd'hui, on est sur une fusion des deux modèles, dirons-nous. Ils ont repris la Panigale V2, donc la sportive en bicylindre, et ils ont fait le même processus qu'avec la Panigale V4 pour la transformer en Street Fighter V4. Là, ils ont transformé cette Panigale V2 en Street Fighter V2. Donc on retrouve globalement la même esthétique que sa sœur Street Fighter V4. Donc c'est très agressif. Dès le premier regard, on s'aperçoit bien qu'il s'agit d'une sportive qui a été à peine modifiée pour la transformer en roadster. Et esthétiquement, il faut vraiment être connaisseur pour voir la différence entre la V2 et la V4. Elles sont vraiment très similaires. On retrouve ce phare avant qui est soi-disant emprunté au visage du Joker. Et on a un monobras. Franchement, ils n'ont pas lésiné. Elle est très sympa, cette version V2. Au niveau motorisation, on retrouve bien sûr le bicylindre en L qui équipait la Panigale V2, le Super Quadro, si je me souviens bien du terme. Ce moteur est bien sûr à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, et celui-ci développe 153 chevaux, soit uniquement 2 de moins que sur la Panigale V2. Aujourd'hui, la machine que je teste, comme je vous l'ai dit, sort de concession. Et bien sûr, comme d'habitude, Desmo Rouen ont un petit peu accessoirisé la machine. On a tout d'abord tout plein de pièces qui sont faites par Rizoma. Des pièces en fait Ducati Performance par Rizoma, comme les protections au niveau de l'axe de roue avant. On a les bouts de guidon, les leviers de frein et d'embrayage, et aussi le bouchon de réservoir. Tout ça, c'est confié à Rizoma et c'est des pièces donc en aluminium. Au niveau esthétique, on a aussi quelques pièces en carbone, comme déjà les garde-boue avant et arrière. On a aussi le support de plaque arrière en carbone. Et la pièce maîtresse, on a des ailerons en carbone, à savoir que sur cette V2, normalement, il n'y a pas d'aileron, c'est uniquement présent sur la V4, mais vous pouvez en mettre en option. Vous pouvez prendre bien sûr ceux en plastique ou ceux en carbone, qui coûtent une petite fortune, il faut l'avouer. Et surtout aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, on a l'échappement d'origine. Et la machine ne fait pas tant de bruit que ça. En même temps, c'est l'échappement homologué, conforme à la norme Euro 5. Donc forcément, le bruit est assez contenu. Par contre, la sonorité, j'avoue être un peu déçu. On ne retrouve pas vraiment ce qu'on est en droit d'attendre d'une Ducati. Le bruit est très étouffé par le catalyseur. Bon, au niveau de la prise en main, cette machine est très similaire à la V4. On retrouve bien sûr cette position vraiment très sport. Bien qu'il l'ait transformé en roadster, la position est toujours assez extrême. On est assez basculé vers l'avant. Les repose-pieds sont très hauts et très vers l'arrière. Le réservoir, lui, est un peu large et il a une forme pas forcément très agréable en fonction de votre morphologie. Ça, il faut s'y adapter. Donc au niveau de la prise en main, ça reste assez proche de la Panigale V2 et aussi de la Street Fighter V4. Mais en même temps, cette moto est assez facile. Elle n'est pas très lourde. Elle est donnée pour 200 kg tout plein fait. Et franchement, malgré son gabarit et ses pneus d'une taille standard, on a du 120 et du 180 à l'arrière, eh bien c'est très manœuvrable, comme l'est d'ailleurs la Street Fighter V4.
Quand je m'arrête, vous voyez que la moto est toujours aussi haute par contre, hein. Je ne peux pas, du haut de mon mètre 70, mettre les deux pieds vraiment par terre. Je peux toucher à peine de la pointe des pieds et c'est pas très sécurisant pour moi. Donc le mieux c'est de mettre un pied à plat, l'autre sur les repose-pieds. La position de conduite est basculée vers l'avant et malheureusement ça ne vous permet pas de vous retourner complètement. On est trop penché, il faut lâcher le guidon afin de pouvoir vérifier ce qui se passe derrière nous. Un peu comme sur une sportive, mais bien sûr, c'est quand même beaucoup plus simple sur cette Street Fighter que sur la Panigale, vous l'aurez compris. Sur cette moto, on a bien sûr des rétros, mais ceux-ci, bien qu'étant relativement longs, on ne permet pas vraiment de voir facilement ce qu'il y a derrière nous. On voit essentiellement nos bras. Il faut absolument bouger ceux-ci afin de vérifier ce qui se passe derrière. Bon allez, je suis toujours en mode pluie, je sors de l'agglomération, j'accélère bon coup, je suis en 4ème. Eh ben les amis, quand on voit la patate du truc alors que je suis sur le mode le moins performant, j'imagine même pas ce que ça va donner quand je vais être en mode sport. Bon forcément, comme sur la V4, hein, vous n'avez aucune protection sur cette machine. Dès qu'on dépasse les 70-80, on a quand même pas mal d'air sur nous. Mais il est vrai que j'ai l'impression que le phare dévie un petit peu quand même le flux d'air. Il y a des machines où on est encore plus soumis aux éléments. Alors j'arrive sur un virage à basse vitesse. Là forcément je descends à très bas régime, donc faut jouer un peu de l'embrayage. Ça reste un gros bicylindre, hein. Donc les amis, vous aurez reconnu l'endroit, on est sur la route que j'utilise à chaque fois pour tester l'accélération. Donc sur ce petit bolide, je rappelle qu'on a un moteur bicylindre de 955 cm3 qui développe 153 chevaux. On a bien sûr toutes les aides possibles et imaginables, anti-wheeling, traction control, on peut gérer le frein moteur, enfin il y a tout ce qu'on veut, c'est comme sur les autres Ducati modernes. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur deux modes. Le mode road, qui est on va dire le mode standard, ainsi que le mode sport. Je vais pas faire l'accélération en mode pluie, parce que ça n'aurait pas forcément de grand intérêt. J'imagine pas les gens se permettre ce genre d'exercice quand il pleut. Et aujourd'hui, en plus, il fait sec, même s'il fait assez froid. Donc on est parti en mode road. Alors les amis, je suis toujours aussi surpris par l'allonge de ce moteur. Il peut monter à plus de 11 000 avant la zone rouge. Et vu que c'est un bicylindre, à chaque fois, j'ai tendance à passer mes vitesses un peu trop tôt. Donc là, je pense que j'aurais pu facilement atteindre les 100 km/h en première, mais je me suis senti obligé de passer la 2. Donc on va recommencer. Comme d'habitude, on va utiliser cet endroit pour tester l'angle de braquage. Et vous voyez que c'est une sportive à la base, hein, donc ça braque que dalle. La moto est très haute, donc je fais attention à pas la laisser tomber. Voyons si je reste sur la route, ça m'étonnerait, ou alors ça va passer tout juste. Eh non, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais tapé dedans. Allez, let's go. Bon les amis, ça marche super fort, hein. Et en fait, le problème aussi c'est que le compteur est très bas. Donc lorsque je vais prendre l'info sur où j'en suis sur le contour et en vitesse, je suis obligé complètement de sortir mon regard de la route. Et malheureusement mon instinct fait que je change de vitesse tout seul. Mais bon, vous voyez déjà qu'en mode road ça marche très fort. Et ça a une allonge, une fois de plus, assez surprenante pour ce genre de motorisation. Maintenant les Ducati, c'est plus du tout comme avant, comme il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, hein. Ça prend énormément de tours. Je change de mode, je vais maintenant passer en mode sport. Donc pour ça, je choisis donc le mode sport. Le mode sport, ça ne change pas la puissance, hein, j'ai toujours les mêmes chevaux, donc 153 chevaux. Par contre, ça change l'ABS, le traction control, l'anti-wheeling, le comportement moteur et le comportement à l'accélération. Alors, voyons ce que ça donne. Et au final, parfois, vu que c'est plus brutal, ça me déstabilise et je fais un moins bon chrono. Allez, ne m'en veuillez pas, let's go. Et ensuite, je me concentre sur le freinage. C'est une fusée. À chaque fois, quand j'arrive vers 8-9 000, elle veut lever et je suis obligé de couper un peu les gaz.
c'est une balle. Allez, je freine, frein arrière ça freine déjà plutôt bien, et le frein avant, c'est une tuerie. Comme d'habitude chez Ducati, c'est confié à Brembo, et ça marche hyper bien. C'est des étriers M4. Alors pour le reste du test, je vais rester en mode sport. Il semble un peu plus brutal, en même temps un peu plus jouissif. Donc pour reparler un peu des freins, hein, le ressenti est vraiment très très bon, surtout qu'en plus, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a les leviers Rizoma en option. Et je ne sais pas si ça améliore encore le ressenti, mais actuellement c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est bien sûr réglable en écartement. Allez, j'accélère un peu. Ah là là, je retrouve bien là le comportement moteur de la Panigale V2. Hein. Il y a vraiment une patate de dingue. Mais en même temps, je trouve que c'est assez difficile d'aller la chercher, d'aller exploiter les réelles perfs de cette machine. Parce que pour rouler entre 8000 et 11 000 tours, ça fait que peu importe, hein, même si vous êtes en première ou deuxième, vous êtes au-delà de toutes les limites. C'est du délire. Enfin bien sûr j'exagère, en première vous avez vu qu'on montait déjà à une centaine de km/h, mais c'est du costaud, hein. C'est du costaud, bien que ce soit l'entrée de gamme sur les Street Fighter, c'est loin d'être une machine au rabais. Hein. Concernant tout ce qui est commodo, on retrouve ce qui se fait actuellement chez Ducati, aussi sur la Monster par exemple. On a sur la gauche des boutons gris qui permettent aussi bien de jouer sur l'éclairage que de naviguer dans les différents menus du tableau de bord. Et sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, feu de détresse et le bouton pour les feux diurnes. Concernant l'écran, celui-ci est assez petit, c'est un écran couleur. Et comme je vous l'ai dit, il est très très bas, donc c'est assez difficile à lire pour moi. C'est relativement complet. On a bien sûr vitesse, compte-tours en très très gros. Compte-tours d'ailleurs qui change de couleur quand vous montez dans les tours. Et au milieu de celui-ci, un témoin de rapport engagé. Si vous naviguez dans les menus, vous retrouvez tous les paramètres possibles et imaginables pour les différents réglages. Et vous avez la conso instantanée, moyenne, enfin globalement c'est très complet. La seule chose que je n'ai pas trouvé, c'est une jauge de carburant. Alors je suppose que comme sur les sportifs de chez Ducat, il n'y a pas de jauge, vous avez juste un voyant qui vous indique quand vous arrivez en réserve. Tout ça est encore en anglais, il n'y a pas de traduction en français et ça c'est vraiment dommage, alors que sur la Multistrada V4, ça propose bien des menus en français. Alors, testons un peu la souplesse de cette machine. Ouais. Je commence déjà à trop bas régime, ça reste un gros bicylindre. Il a du mal à reprendre en dessous des 2000 tours. Mais c'est pas comme les anciennes Ducat où ça tremblait vraiment énormément, limite de vous désarçonner en dessous des 3000 tours. Là, faut descendre en dessous des 2000 pour que ce soit réellement gênant. Et c'est quand même bien plus cool que sur ce qu'on avait à l'époque. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais cette moto est d'origine équipée d'un shifter. Et comme d'habitude lors de mes tests, j'oublie tout simplement de l'utiliser. Alors que, en plus, sur cette machine, le shifter est juste parfait. Là, vous voyez, je redescends mes vitesses sans aucun problème, alors que je suis à bas régime. Et pour l'avoir déjà testé un peu, cette machine, le shifter est surprenant car souvent, il donne même de meilleures sensations que lorsque vous utilisez la boîte de manière manuelle. Il y a beaucoup moins de bruit mécanique, de tremblement lorsque vous utilisez le shifter. C'est vraiment surprenant. Allez, là par exemple, j'accélère un peu, je suis à assez basse vitesse, je passe la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, et vous voyez, aucun problème. Maintenant je redescends 5, 4, 3. Le shifter fonctionne vraiment hyper bien. Et d'ailleurs j'ai l'impression que chez Ducat, à chaque fois qu'ils me prêtent une nouvelle machine, les shifters fonctionnent de mieux en mieux. Ça c'est vraiment génial. Allez, ici je suis en côte, en 3, j'accélère beaucoup. Et vous voyez que dès les bas régimes, dès les 3-4 000 tours, la machine a réellement du couple, des perfs. Mais on est très 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 loin de ce qu'elle est capable de fournir entre 8 et 11 000. Et c'est là le problème avec cette machine. C'est que si vous voulez vraiment les 150 chevaux, bah faut rouler comme un cinglé. Alors j'arrive sur un petit dodane que je vais comme d'habitude prendre à 30 km/h.
Alors vous vous en doutez, sur une machine comme ça, les suspensions sont réglées assez fermes. D'ailleurs, sur cette moto, on a une grosse fourche à l'avant de chez Showa qui est complètement réglable. Et à l'arrière, c'est un amortisseur sur le côté de chez Sash, Zax, je sais jamais comment ça se prononce, qui lui aussi est complètement réglable. Allez, j'arrive maintenant dans une succession de virages, donc je vais utiliser le shifter. Et puis on va voir ce que ça donne. En même temps, cette machine, normalement, c'est juste pour faire le con, hein. Oh là là. Et ce freinage, franchement, il est hyper rassurant. Ça freine à mort. Faut quand même que je me méfie parce que ce matin, il gelait, hein. Actuellement, il fait 7-8 degrés en plein soleil, donc vous imaginez que ça caille quand même pas mal. La moto se penche assez facilement. Sur cette machine, je vous l'ai dit, c'est des pneus taille classique et ils ont changé de gomme, c'est pas les mêmes que sur la V4. Là, on est sur des Pirelli Diablo Rosso 4. Et finalement, il y a déjà tellement de cylindrées que en roulant à mi-régime, on a déjà des perfs suffisantes. Mais malheureusement, on n'a pas les sensations qu'on désire sur ce genre de moto. C'est une machine qui est faite pour vous faire peur, clairement. À la base, la V4, elle vous fait peur presque tout le temps. Celle-ci, c'est la même chose, mais elle vous fera peur qu'au-delà des 8-9 000. Et c'est compliqué de rouler au-delà des 8-9 000 en permanence, je le redis, hein. C'est la même chose que sur la Panigale V2. Allez, ici, je réaccélère à mon coup. Il faut vraiment rester dans les tours pour avoir des sensations. Et là, on redécouvre la machine, hein. Elle est sage jusqu'à 7-8 000 et au-delà, c'est une furie. La position vous donne une bonne maîtrise de la machine. Je me sens plus en confiance sur cette Street Fighter que sur la Panigale. Je sais d'ailleurs jamais si on dit Panigale ou Panigale. Sur cette moto, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est un affichage tête haute directement dans ma visière. Parce que je sais jamais où j'en suis. Je peux pas baisser les yeux, ça va trop vite. Ça se penche tout seul. Cette balle. En plus, vers les 7-8 000, on commence à avoir quelques vibrations qui remontent. Ça participe encore aux sensations. J'ai toujours l'impression que vers 8000 elle essaie de cabrer et que l'anti-wheeling ou l'anti-patinage m'aide un peu. C'est n'importe quoi cette bécane. Freinage, oh là 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 là, j'adore ce frein. On va maintenant, comme d'habitude, faire un petit tour sur l'autoroute. Allez, moi j'accélère à peine et je vais déjà plus vite que tout le monde. Allez, je dépasse. Bon, finalement, comme je disais, à assez haute vitesse, j'ai l'impression que la forme de la moto dévie quand même l'air. Parce que là, je suis à 120, visière grande ouverte, et franchement, j'ai pas autant d'air que ce que je devrais avoir. C'est plutôt pas mal. On va faire un petit test de reprise. Donc là, vous voyez, je suis à environ 120, je suis en 6ème, à bas régime, j'accélère à fond. Et ça reprend direct. Et forcément, si je laisse le moteur monter dans les tours, on va se retrouver à des vitesses complètement délirantes. Je connais pas la vitesse max, mais ça doit s'approcher de ce qu'est capable de fournir la Panigale V2. En fait, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit avec cette machine, c'est bien que ce soit la plus petite de la gamme, ça reste déjà une grosse cylindrée, hein. On est sur un 950 de 153 chevaux. C'est déjà quasiment la même chose que ce qu'on avait à l'époque en haut de gamme.
avec la première Street Fighter, la 1098, qui faisait 160 chevaux. Bon, au niveau de l'éclairage, on retrouve, comme je vous l'ai dit, la face avant qui ressemble normalement à la tête du Joker. À l'avant, on a aussi des clignotants LED qui sont un petit peu gros. Et à l'arrière, on a les clignotants à défilement qui sont à LED aussi. Et ce sont des clignotants qui sont fournis lorsque vous achetez le support de plaque carbone. Il y a directement ces clignotants avec. Le feu arrière rouge est toujours aussi design. Il fait le tour du capot de selle. Capot de selle qui, j'ai oublié de le dire, est bien sûr une option. D'origine, normalement, la moto est vendue en biplace. C'est pour ça qu'il y a encore les cale-pieds d'ailleurs. Alors bien sûr, vu que cette machine est dérivée d'une sportive, au niveau des rangements, vous vous doutez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. On a sur cette machine un petit rangement logé au milieu de la partie arrière. Et franchement, bien que ça ferme à clé, vous mettez même pas un portefeuille dedans, c'est extrêmement petit, hein. Concernant la consommation, Ducati annonce une conso moyenne de 6 litres au 100, ce qui est, on va dire, raisonnable pour une machine de ces performances et de cette cylindrée. Au niveau de l'entretien, comme sur les autres Ducati, maintenant c'est révision tous les 15 000 km ou tous les ans. Donc finalement, la grande question avec cette machine, c'est pourquoi prendre la V2 plutôt que la V4? Et là, je pense que l'argument le plus valable, c'est le prix. La V4 commence dans sa finition standard à 21 000, je crois, et la finition S doit être à 2500 ou 3000 euros de plus. Donc c'est quand même une machine très chère, il faut l'avouer. Aujourd'hui, sur cette entrée de gamme, entre guillemets, on est à 17 300 euros, ce qui est quand même bien plus raisonnable et surtout bien plus compétitif par rapport à la concurrence. Là où Ducati a quand même été assez balèze sur cette V2, c'est que justement sur l'esthétique, comme je disais en début de test, elle est assez similaire à la V4, donc vous n'avez pas une machine moins belle. On a le monobras, on peut remettre les ailerons si on le désire. Franchement, elle est très similaire, certains pourraient même dire trop. Mais je pense qu'au niveau des ventes, cette V2 devrait plutôt bien se vendre, vu que, comme je l'ai démontré à de nombreuses reprises, les performances sont déjà largement suffisantes, même à bas et mi-régime, dans une utilisation éventuellement quotidienne, tout comme elles sont délirantes à haut régime. Après, je pense que si, comme moi, vous privilégiez la V4, voire même la V4S, c'est parce que justement vous avez testé le délire absolu qu'est ce moteur V4 à haut régime. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Street Fighter V2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous faites partie des rares possesseurs de cette machine, vu qu'elle vient à peine de sortir, eh bien, dites-nous pourquoi vous avez choisi la V2, si vous avez eu des problèmes, quels accessoires vous avez choisi pour cette machine. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je tiens une fois de plus à remercier la concession Desmo Rouen de m'avoir prêté cette machine afin que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de leur part. Et je vous invite d'ailleurs à aller visiter la concession si vous désirez en savoir plus sur cette moto. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de contenu assez régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre ce petit bolide à la concession avant de perdre mon permis. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Et surtout, mais à tous! Là où on voit que cette machine est vraiment dérivée d'une sportive, c'est aussi lorsqu'on essaie de voir le moteur, car celui-ci est complètement caché derrière différentes pièces et carénages. On peut très difficilement le voir, comme sur la Panigale.